Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière mais pas que. Je suis ravi de vous offrir aujourd'hui une expérience unique. Les conférences enregistrées lors de la convention organisée par microbrasseur.com en partenariat avec Brewtools, dont le boss Øyvind avait fait le déplacement depuis la Norvège. Au cœur de cette convention animée par la passion de la brasserie artisanale, nous avons eu le privilège d'assister à des échanges enrichissants, de découvrir les dernières tendances du monde brassicole et d'explorer les techniques les plus innovantes. Un grand merci aux organisateurs Jean-Luc et Marie pour avoir orchestré cet événement exceptionnel qui célèbre la créativité et le savoir-faire des microbrasseurs. Pour le deuxième épisode de cette série de conférences captivantes, je vous propose d'écouter le copain David du site B&B Brewers vous parler de pourquoi et comment fermenter sous pression. La version vidéo est disponible sur la chaîne YouTube du copain Arthur, Crazy Panda Brew. Alors installez-vous confortablement, armez-vous d'une bonne bière et laissez-vous emporter par cet épisode où chaque gorgée est une invitation à l'aventure et où chaque conversation est un hommage à la passion brassicole. Si vous souhaitez collaborer avec le podcast, n'hésitez pas à me contacter et pour nous soutenir de relayer nos épisodes sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos proches. Rebonjour tout le monde, on a déjà dit bonjour, déjà discuté avec pas mal de monde depuis hier, pas encore tout le monde, mais voilà. Donc je vais intervenir pour cet atelier numéro 2 où je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment fermenter sous pression. Et pour commencer, on va commencer par se présenter. Qui sommes-nous donc à la B&B. Donc en fait on est des brasseurs amateurs, donc tout ce qu'on va dire pendant cette présentation, et même celle d'après avec Eric, on ne se considère pas comme des sachants. Voilà, ça fait quelques années qu'on brasse, on a fait 64 brassins environ, on a expérimenté des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, on a fait pas mal de lectures, pas mal de recherches, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment en toute humilité, c'est un retour d'expérience de ce qu'on a pu faire, mais je vous invite à continuer vous, à essayer chez vous, à nous faire des retours si ça ne se passe pas de la même manière que chez nous, et à voir aussi avec des pros, continuer à échanger pour poursuivre le sujet. C'est-à-dire ce que je vais vous faire aujourd'hui, ce n'est pas une leçon très théorique sur la fermentation sous pression, mais plutôt une mise en pratique, de voir pourquoi nous, on l'a fait, et comment on s'y est pris, les problèmes qu'on a eus et les résultats qu'on a eus. Voilà. Donc la B&B, 3 brasseurs amateurs, donc on a Bichon, ou Eric, donc qui vous fera tout à l'heure la présentation sur mon autre brassage. Yanéo, donc ça c'est moi-même, et ensuite donc on a Benoît qui est un troisième ami, donc en fait on est 3 amis, on brasse chez moi dans mon garage. Donc Benoît est présent parmi nous et un peu moins présent sur les réseaux sociaux, mais il fait partie de la B&B et il brasse avec nous à chaque fois que l'occasion se présente. Et notre devise, c'est In Hop We Trust, c'est-à-dire qu'en fait, comme ceux qui nous suivent le savent déjà, on brasse essentiellement des bières houblonnées. On n'est pas du tout spécialiste de tous les autres styles, si tant est qu'on soit spécialiste des bières houblonnées, mais on brasse beaucoup de bières houblonnées, et donc la plupart des retours d'expérience qu'on peut vous faire, ce sont sur des styles de bières qui sont houblonnés. Et donc, pour prendre quand même en compte ce contexte qui est un petit peu particulier, une bière houblonnée, ça ne se comporte pas comme une stout ou un barley wine. Donc l'historique rapidement, après on va parler fermentation sous pression, mais que vous voyez comment on en est arrivé à fermenter sous pression. Donc en fait en juin 2019, comme certainement tout le monde ici, on a commencé avec un premier brassin en kit de 5 litres dans les gamelles, dans la cuisine. Et ça nous a plutôt plu. En septembre 2019, on crée la B&B. Donc en fait le premier brassin, c'était pas vraiment la B&B parce qu'on l'avait fait que avec Eric. Et en fait, on avait bu plus de bière qu'on en avait produit, donc on s'est dit qu'il fallait changer d'échelle. De là, Benoît, qu'on voyait souvent, a senti le bon filon venir et nous a rejoints. Et du coup, la B&B, Benoît, Néo, Bichon, ou B&B, plutôt que V&B, donc bière et bière. Voilà, vin et bière. En décembre 2020, c'est un peu un tournant, c'est notre première fermentation sous pression. Je vous expliquerai pourquoi on est venu à la fermentation sous pression. Mais en fait, on a commencé à fermenter sous pression et on a vu en 2020 qu'il y avait assez peu de monde, en France en tout cas, enfin France francophone même, qui fermentait sous pression. Ça se faisait énormément aux États-Unis, ça se faisait énormément chez les pros, mais au niveau brassam, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, on s'est lancé, on a commencé à se dire que ça serait intéressant de partager nos expériences
et de les échanger pour pouvoir améliorer la fermentation de nos bières. En parallèle, en décembre 2001, on a lancé le site moneaudebrassage.com. Eric vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, ça fait partie quand même de l'historique de la BNB. En 2021, on s'est lancé un peu sur les réseaux sociaux, puisqu'on avait envie de faire des vidéos et des photos. Donc on a un journal sur Brassage Amateur, sur lequel on décrit vraiment tout ce qu'on fait, c'est notre journal de bord. Mais ça manquait un peu de visuel, donc on s'est dit qu'on allait créer un compte Insta et un compte Facebook pour montrer nos vidéos et nos réels. Et en septembre 2022, on a créé une chaîne YouTube. On n'a pas beaucoup de vidéos dessus, parce que c'est un peu de boulot. Nous, on fait ça, c'est pas notre métier. Ça le saura jamais, d'ailleurs. Nous, on fait ça vraiment par passion. Mais on a créé cette chaîne pour essayer de faire des vidéos qu'on peut revoir dans le temps. Donc ça prend du temps sur du test de matériel et plus récemment un peu de théorie sur la fermentation sous pression. Voilà un petit peu l'historique. Du coup, pourquoi fermenter sous pression? Première question à se poser. Nos motivations à nous, première, donc comme je vous disais tout à l'heure, on fait quasiment que du jus doublon, IPA, NIPA, que des choses dans ces genres-là. Et donc nous, notre premier enjeu, ça a été d'avoir une meilleure conservation de l'aromatique. En fait, après avoir brassé pendant un an et demi en brasseur amateur, on s'est aperçu qu'on arrivait à sortir des bières qui étaient super bonnes, mais pas très longtemps. C'est-à-dire que, essentiellement des IPA, on n'avait même pas trop essayé les NIPA à l'époque, mais des IPA, des trucs bien houblonnés, 6-8 grammes par litre en dry hop. Et au début, il faut que ça carbo. Une fois que c'est carbo, il faut attendre que ça s'affine. On goûte, ah là, elle est super bonne. 2 semaines après, ça commence déjà un petit peu à baisser au niveau de l'aromatique. Et donc, du coup, une grande déception. On s'est dit soit il faut qu'on boive plus vite, soit il faut qu'on essaie de trouver une manière pour conserver la bière plus longtemps. Et donc ne voulant pas sombrer dans l'alcoolisme, on a essayé de trouver quelque chose pour la conserver plus longtemps. Donc notre motivation première, c'était vraiment d'améliorer la conservation de l'aromatique. Alors derrière, cette notion d'éviter l'oxydation, ça existe. Mais l'oxydation, c'est pas que la bière marron avec un goût de carton mouillé. L'oxydation, c'est une bière, dès qu'elle a commencé à prendre un petit peu d'oxygène, elle s'oxyde. On n'a pas l'oxydation qui rend la bière mauvaise, mais donc voilà. Du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était éviter tous les contacts possibles avec l'oxygène, puisqu'on sait que l'oxygène est l'ennemi du houblon. Ensuite, on voulait plus refermenter en bouteille. Il y a plusieurs raisons à ne pas refermenter en bouteille. La première, alors c'est quelque chose, on n'est pas sûr à 100%, mais c'est un ressenti qu'on a. Nous, on pense que quand on refermente une bière en bouteille, ça impacte les arômes. Le fait de relancer de la fermentation sur une bière sur laquelle on vient de faire un DH, quelques jours avant la mise en bouteille, on pense que ça impacte les arômes et que ça les dégrade. Ensuite, ça permet quand même de maîtriser la carbonatation. Je pense que tous les brasseurs ici ont eu les bouteilles, on en ouvre 3. La première, elle est plate, la deuxième, c'est une grenade, et la troisième, ça va. C'est pas toujours facile, alors c'est des process qui s'améliorent, mais effectivement, le fait de fermenter sous pression et de carbonater notre bière avec du CO2, ça permet d'avoir quand même une maîtrise sur la carbonatation. Depuis qu'on fermente sous pression, toutes nos bouteilles elles sortent avec la même carbo. Et améliorer la clarté, puisque effectivement, le lit de levure qu'on a au fond de la bière, il faut quand même faire un petit peu attention au service, parce que si le lit de levure il se barre dans le verre, la clarté, c'est mort. Donc l'idée était aussi d'améliorer la clarté de nos bières. Bref, en gros, on voulait améliorer nos bières houblonnées et on pensait que c'était une étape indispensable. Alors, il y a d'autres avantages à la fermentation sous pression qu'on a découvert après au fil de nos lectures. La première, c'est qu'on peut fermenter à des températures plus hautes. Alors quand je dis plus haute, c'est plus haute que celle qui est écrite sur le sachet de la levure. On peut monter un peu plus haut en température, sans avoir les effets néfastes, on y reviendra. Du coup, vu qu'on fermente à des températures plus hautes, on va fermenter plus vite, donc c'est toujours bien de gagner un peu de temps. Et donc on a une bière qui est prête à consommer. Alors je dis prête à consommer entre guillemets, parce que ça veut dire qu'en gros on peut la boire et qu'elle est carbo. Nous on a constaté qu'elle a beau être prête à boire, elle est quand même bien meilleure 3-4 semaines après. Mais on a vu des Américains qui font des challenges, on vous fait une triple NIPA en 10 jours, bon, ils sortent une bière, font une photo, ils disent qu'elle est bonne, on n'en sait rien. Mais en vrai, il y a une bière qui est
prêtes à consommer donc plus rapidement, puisque effectivement donc on peut fermenter plus vite avec une température de fermentation un peu plus haute. On a la bière qui est déjà carbonatée pendant le cycle de fermentation, et donc après on l'embouteille, techniquement elle est prête à être consommée. Alors nous, c'est pas les avantages premiers qu'on a vus pour plusieurs raisons. Les problématiques de monter la température de fermentation pour aller plus vite, c'est essentiellement les gens qui font des lagers, qui cherchent un petit peu à accélérer la fermentation et à fermenter un petit peu plus haut. Ou les gens qui sont pressés, les professionnels qui ont des fermenteurs qui coûtent quand même assez cher et qui ont quand même envie de libérer assez rapidement. Nous, on est des brasseurs amateurs, on brasse une fois par mois, toutes les 3 à 5 semaines. Donc pour nous, ça, voilà, c'est des choses qu'on a appris, qu'on a lues, mais ce n'est pas des avantages qu'on exploite particulièrement. Alors, comme souvent, quand on change quelque chose, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le coût du matériel. Malheureusement, il n'y aura rien de moins cher qu'un seau en plastique dans lequel vous envoyez votre mou. Donc forcément, on part sur du matériel un peu spécifique et donc des coûts qui forcément sont plus importants. Ensuite, c'est un peu technique. Là aussi, c'est pareil. C'est forcément plus technique que d'envoyer le mou dans un seau, de mettre un barboteur et puis de revenir 3 semaines après pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, là, il faut quand même, il faut surveiller un petit peu tout ça. Et du coup, c'est un peu technique, mais franchement, c'est abordable. Je vais vous montrer après comment on fait. Vous allez voir, ça se fait bien. Et ensuite, ce qui est lié au matériel, c'est qu'en fait, quand il y a plus de matériel, il y a plus de nettoyage. Il n'y a pas de magie. Plus on va rajouter d'accessoires, plus on va avoir de choses à nettoyer. Pour fermenter sous pression, il va falloir des accessoires, et donc ces accessoires, il faudra les nettoyer, il n'y a pas de secret. Alors je dis plus de nettoyage ou plus d'infection aussi, quoi. Parce que à un moment donné, on s'est fait avoir, comme tout le monde, à vouloir ne pas démonter un petit bol lock parce qu'on a un super produit génial qui va le nettoyer tout seul. Ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis un jour après on a la bière qui est infectée, quoi. Voilà. Donc au niveau du matériel pour fermenter sous pression, je pense que j'aurais pu faire une présentation d'une demi-journée rien que sur le matériel parce qu'il y a énormément de matériel. On a fait une petite vidéo sur YouTube qu'on a mis 2 ou 3 mois à sortir et du coup qui était déjà obsolète le jour où on l'a sortie parce qu'en fait il y avait déjà d'autres matos qui sont sortis. Donc effectivement, c'est un marché qui bouge énormément. Il y a de plus en plus de matériel pour fermenter sous pression, de plus en plus de constructeurs. Il y en a pour tous les prix, pour toutes les qualités aussi, il n'y a pas de secret. Moins c'est cher, moins c'est quali. Et donc voilà, je vais surtout vous expliquer en gros ce qu'il faut dans les grandes lignes. Et après, si vous avez besoin d'informations sur tel ou tel matériel, vous pouvez me demander ou demander à Léon. Pour vous conseiller un petit peu plus en détail. On va pas faire la liste ici de tout ce qui existe. Donc fermenteur isobar, donc c'est un fermenteur qui va tenir la pression. Donc il faut être sûr que le fermenteur tient la pression. J'ai vu des gens sur Facebook qui se disent « Ah ouais, mais comme il ressemble de visu, peut-être que si ». Non. Là, on parle de pression, on parle de plusieurs bars, donc il faut un matériel adapté. Donc il faut un fermenteur isobar. Il y a plusieurs familles, donc on peut faire dans un soda keg. Ça, c'est vraiment le premier niveau. On peut faire avec un soda keg. Moi, je déteste cette méthode parce que c'est compliqué à nettoyer un soda keg. Il y a très peu de volume parce que finalement, ça fait 18 litres. Il faut laisser de la marge, donc on se retrouve, en fait, on est à 15 litres. Mais si vous avez un soda keg et que vous faites des batchs de 15 litres, à la limite, vous pouvez commencer avec un soda keg. Ensuite, donc je fais crescendo en termes de prix. Ensuite, donc, il y a tout ce qui est Kegland, King Junior. Maintenant, il existe des fermenteurs en plastique sur des volumes plutôt entre 30 et 60 litres qui font très bien le job, mais qui sont en plastique. Donc, il ne faut pas le rayer. C'est quand même un petit peu fragile, on ne peut pas mettre n'importe quel produit dedans. Et surtout, je ne sais pas sur les King Junior, mais sur les Kegland, ils conseillent de le changer tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, il faut le changer. Et pareil, quand vous avez un fermenteur où il y a 2 barres de pression, moi je vous conseille de le changer au bout de 2 ans. Voilà. Ensuite, on a des gammes, je vais appeler un petit peu la gamme intermédiaire. C'est-à-dire que là, on va commencer à mettre de l'inox, sauf que l'inox qui tient la pression, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur, il faut qu'il y ait une certaine qualité de soudure. Donc forcément, derrière, il y a un certain prix.
Maintenant, on a du matériel de milieu de gamme qui existe ou qui va arriver. Il y a les kegmentaires qui existent, il y a le mini-uni qui est accessible, le petit fermenteur de chez Brewtool. Il y a le Conicus Pro qui va bientôt sortir, qu'on espérait voir aujourd'hui chez Léon, mais malheureusement, il ne peut pas nous le montrer. Et on sait qu'il y a d'autres choses qui vont arriver sur des gammes de prix intermédiaires. Et ensuite, on a le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est vous prenez le fermenteur Isobar de 10 hectos qui est là-bas derrière, et puis vous le mettez en modèle réduit. En fait, voilà, vous avez le Brewtool. C'est essentiellement du Brewtool. Il y a un petit peu de SS Brewtech. Aujourd'hui, c'est la convention Brewtool. Alors, je vous conseillerais plutôt d'aller voir le Brewtool. En plus, vous l'avez là, et puis vous avez Léon qui va vous donner tous les conseils qui vont bien. Parce que vu le prix du bousin, il vaut mieux avoir le SAV qui va avec quand même. Là, on est quand même sur des équipements qui coûtent de l'argent. Et du coup, moi, si vous n'avez jamais fermenté sous pression, je vous conseille quand même de vous faire la main sur des équipements d'entrée de gamme avant de vous lancer dans quelque chose de plus gros. D'ailleurs, je voulais le faire au début de la presse et j'ai oublié. Est-ce que je vais faire un petit sondage qui fermente sous pression aujourd'hui ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, c'est déjà pas mal. Et qui aimerait le faire ? C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ben les autres ils n'ont pas envie, ils ont le droit. Ils n'ont pas envie de rajouter des accessoires et du nettoyage ou d'investir peut-être. Donc il faut, je me suis un petit peu éloigné, donc il nous faut un fermenteur Isobar, donc vous avez toute une gamme de produits. Il vous faut une spooning valve. La spooning valve, c'est un élément, donc là on la voit, c'est ce qui dépasse du Brewtool. Donc c'est pas une spooning valve comme ça sur les fermenteurs premier prix, c'est plutôt un petit bout de plastique avec une vanne papillon. Le principe, c'est qu'en fait la bière, quand elle va fermenter dans votre fermenteur sous pression, elle va dégager du CO2. Ce CO2, on va le garder dans le fermenteur, c'est ce qui fait la pression. Mais à un moment donné, il faut que ça sorte parce que sinon tout va exploser. Et donc en fait, la spooning valve va nous permettre de réguler la pression qui est dégagée à l'intérieur du fermenteur. Et donc pour fermenter sous pression, il faut une spooning valve. Il va nous falloir aussi une chambre de fermentation régulée. Alors, chambre de fermentation régulée ou un glycol chiller, quand on est sur le matériel haut de gamme, on fait circuler de l'eau glycolée dans une double paroi au niveau du fermenteur. En gros, il faut réguler la température. De toute façon, même si vous ne fermentez pas sous pression, moi je vous conseille, si vous ne savez pas trop comment upgrader votre système de brassage, la première chose à faire, c'est de réguler la température. Si ce n'est que, autant quand on est en atmo, on peut bricoler et réussir à s'adapter, en s'adaptant avec les levures, réussir à fermenter sans réguler la température. Sous pression, c'est pas possible, puisque en fait, votre carbo et la gestion de la pression va dépendre de la température, donc il faut pouvoir garder la main sur la température de votre bière. Ensuite, on en parle moins, parce qu'on parle de fermentation sous pression, mais j'imagine que si vous fermentez une bière sous pression, vous allez vouloir la boire, et pour la boire, il faut bien la mettre en bouteille ou dans des kegs. Mais donc, ça veut dire aussi des choses à acheter pour mettre dans bouteille ou pour mettre en keg. Vous n'allez pas pouvoir utiliser le matériel que vous avez actuellement en mode normal pour conditionner votre bière, sinon vous allez avoir trop de mousse en fait, puisque la bière elle est déjà carbo. Donc soit vous allez prendre de la mousse et vous allez perdre de la carbo, ou sinon vous n'allez tout simplement pas y arriver. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser au niveau du conditionnement. Il faut du CO2. Alors il ne faut pas du CO2 pour fermenter, mais à un moment donné, quand vous allez faire un embouteillage en contre-pression ou que vous allez faire une mise en keg, il va falloir un CO2 pour pousser en fait, c'est le même principe qu'une tireuse. En fait, à la fin, c'est comme si vous aviez une bière dans un fût, il faut qu'elle sorte, et pour qu'elle sorte sans mousser, il va falloir y appliquer de la pression, donc il faut du CO2. Du coup, vu qu'il faut du CO2, il faut un régulateur de CO2. J'espère que ceux qui veulent s'y mettre n'ont pas déjà pris peur. Ils sont toujours là, ils sont pas partis en courant, c'est déjà pas mal. Et ensuite, il va vous falloir des accessoires qui sont plus ou moins indispensables. Il y a des raccords, parce qu'à un moment donné, il faut bien relier tout ce petit monde sous pression. Il y a du hop drop, c'est le système pour permettre de faire un dry hop sans ouvrir le fermenteur. Il peut y avoir des pierres de carbo, etc., etc. C'est pas obligatoire d'avoir une pierre de carbo. Nous, on n'utilise pas de pierre de carbo. En brassam, non, c'est pas obligatoire. On peut s'en sortir autrement. Voilà. Donc après il y a tout un tas d'accessoires. De toute façon, maintenant, on est dans le milieu du brassage de la bière
les fabricants ont plein d'accessoires à nous proposer pour essayer d'améliorer nos process. Donc, comment fermenter sous pression? Donc c'est vrai que nous, quand on a commencé la première fois, on s'est fait énormément de nœuds au cerveau, puisqu'en fait, il y a à peu près autant de manières de faire que de brasseurs. Donc là, je répète, ça va être la nôtre. En fait, il y a la densité. On va suivre la densité, on va suivre ou réguler la température, et on va suivre et réguler la pression. Donc en fait, ça fait 3 paramètres à gérer qui font qu'on se pose plus de questions qu'avant. Ou avant, on avait un seau dans lequel on mettait de la levure et qu'on laissait pendant 3 semaines. Alors, je vais vous montrer un exemple de fermentation sous pression, mais pour illustrer tout ça, avant, je vais vous expliquer les effets théoriques de la pression sur la fermentation. Donc la pression, quand on va appliquer une pression dans le fermenteur pendant la fermentation, on va limiter la production des esters de levure. Et aussi d'autres faux goûts, fuselles d'alcool ou diacétyl. Ma fermentation sous pression va diminuer la viabilité de mes levures. Je vais vous expliquer un petit peu comment on gère ça, mais c'est prouvé, il n'y a aucun doute là-dessus. Appliquer une pression, alors on va voir laquelle et combien de temps, va diminuer la viabilité des levures. Ça va carbonater ma bière, puisqu'en fait donc, le CO2 qui va être généré pendant la pression, en fait, il va revenir dans la bière, donc ça va la carbonater. Et ça permet aussi, ça c'est plutôt en mode pratico-pratique, de limiter le crozone. Puisqu'effectivement la pression va empêcher le crozone de monter, et donc ça peut être pratique de jouer sur la pression pour éviter que ça déborde et de nettoyer toute la série d'accessoires qui sont reliés à la sortie du fermenteur. Voilà. Donc on va reprendre ces points un petit peu pour les détailler. Donc au niveau des esters, je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, je vous invite à aller sur Univers Bière par exemple pour voir un petit peu tout ça en détail. Pour vraiment simplifier énormément, en gros, il y a les bons esters de levure, ceux qu'on cherche à avoir. Alors nous c'est pareil, en plus on ne fait pas de bière où on cherche les esters de levure, mais en gros tout ce qui est un petit peu banane, voilà ce qu'on va trouver dans tous ces goûts de levure qu'on va aller rechercher, ils arrivent dans les 2-3 premiers jours de fermentation. Et les mauvais esters, donc tous les faux goûts qu'on peut trouver dans une bière, qui sont souvent liés à la température haute, voilà, c'est ceux-là qu'on appelle, nous, les mauvais esters. Et donc la solution qu'on a, quand on veut faire une bière en fermentant sous pression et quand même récupérer ces esters de levure, c'est de laisser les 2-3 premiers jours sans pression. Alors, quand on dit sans pression, 5 PSI c'est considéré comme sans pression quand même, donc à moins de 5 PSI en début de fermentation. Comme ça, on va avoir les 2-3 premiers jours où on va pouvoir récupérer les esters de levure, et ensuite on va pouvoir monter la pression et bloquer la production de mauvais esters. Voilà. Au niveau de la viabilité des levures, c'est un peu le même principe. Donc on sait que la pression impacte la viabilité des levures. Mais on sait que, comme souvent dans la bière, ça dépend. Ça dépend des souches. Le résultat, c'est que ça peut poser des problèmes d'atténuation. Alors, là aussi, il y a ce qu'on a lu, ce qu'on a expérimenté. Nous, on n'a jamais eu aucun problème d'atténuation ou problème sur une bière, parce qu'il y aurait un genre de sous-ensemencement. Et pourtant, on a déjà commencé la pression avec des pressions très hautes, mais on n'est pas du tout des experts en levure. Nous, on utilise 3-4 levures, des levures sèches, de la verdande, de l'ES05, des trucs qui sont assez classiques, des souches qui sont sélectionnées, en fait c'est des machines de guerre. Voilà, j'aurais peut-être pas le même discours à vous dire, nous on a essayé avec de la pression, ça marche, si j'étais avec des levures liquides, des starters dont je suis pas sûr, voilà. Donc ça dépend, voilà, ça dépend du contexte. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait aussi quand même que le fait de fermenter une fermentation plutôt chaude, ça peut compenser l'impact sur la viabilité, parce que autant on sait qu'à température équivalente, on va bien avoir, si on a trop de pression, les levures qui vont avoir du mal à se multiplier.
plus de mal, d'ailleurs, c'est par rapport à sans pression. Mais on sait aussi que quand on va fermenter plus chaud, on va accélérer l'activité des levures. Donc l'un dans l'autre, voilà, on peut jouer sur la chaleur de la fermentation pour compenser. Nous, les deux conseils qu'on vous donne, mais qui ne sont pas forcément liés à la fermentation sous pression, c'est de ne pas sous-ensemencer, encore moins quand on fermente sous pression. Et dans le doute, c'est pareil, laisser 2-3 jours sans pression pour favoriser la multiplication des levures qui se fait sur ces premiers 2-3 jours. Ça ne va pas commencer avec un stress de pression. Là aussi, ça dépend des souches. Je peux vous dire, sur de l'US 05, sur de la Verdant, vous pouvez démarrer avec 15-20 PSI, il n'y a aucun problème, quoi. J'avais d'ailleurs demandé à quelqu'un qui a été chez Fermentis, et chez Fermentis, ils disent que jusqu'à 15 PSI, il n'y a pas de problème sur les levures sèches. Sur toutes leurs levures sèches. Mais ils ne l'ont pas écrit, ils l'ont dit à l'oral, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, donc ça c'est la partie viabilité des levures. Donc ensuite, on a la carbonatation. Quand on fermente sous pression, donc le but c'est d'avoir une bière qui est déjà carbonatée, qu'on n'a pas besoin de resucrer ou pas besoin de force carbo. C'est finalement assez simple. Ceux qui ont déjà fait de la carbo en keg, ils connaissent très bien le sujet. En fait, il faut juste le bon tableau avec une échelle des températures et des pressions élargies. En fait, on va avoir une température à laquelle on va fermenter. Une fois qu'on a passé la montée en température, on a une température quand même de fermentation. Cette température de fermentation, on la prend, on la met, du coup vous n'allez pas voir la souris, on la met, on va la chercher en bas. Non, hop, sur le côté, pardon, excusez-moi. Je vais chercher une carbo, donc là, vous cherchez la carbo que vous voulez dans le tableau, et du coup, en bas, ça va vous donner la pression à appliquer en PSI. Donc voilà, c'est les tableaux de carbo classiques et tous les outils de carbo forcé en keg, voilà, ils ont ces tables-là, et c'est assez facile à utiliser. Donc la carbo, en fait, c'est assez simple de savoir quelle pression il faut mettre. Après, il y a une autre question, c'est quand est-ce que je mets ma vanne? Est-ce que ça va durer assez longtemps? On va voir tout ça dans le slide d'après. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'après, quand vous arrivez en fin de fermentation, votre bière, si elle n'est pas assez carbo, vous pouvez très bien rajouter du CO2. Il n'y a rien de dramatique. Vous allez expérimenter, vous allez essayer une manière, une température, vous allez expérimenter, c'est trop carbo, c'est pas assez carbo, et puis on s'adapte comme ça au fur et à mesure. Voilà. Alors je me suis dit que j'allais quand même vous faire un exemple de fermentation sous pression avec de la Verdant pour vous montrer, nous, notre... c'est un peu, souvent je dis ça, c'est la base de travail, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui marche, mais c'est vrai que souvent on en sort pour plein de raisons. Voilà, c'est quelque chose, il faut vous en servir de base pour fermenter votre levure. Donc on va regarder la gravité, on va regarder la température et on va regarder la pression. Donc nous au niveau de la température, en principe, nous on commence, s'il y a vraiment un truc simple, c'est on se dit on commence la fermentation au minimum de la levure. Le minimum de la levure, vous prenez le paquet, c'est de temps à temps, minimum de la levure. Donc ça c'est la théorie. En pratique, je trouve que quand c'est l'été, la Verdant, si la bière sort qu'elle est à 20-21 degrés, on commence à 21. Mais voilà, la théorie c'est qu'on essaye de commencer au minimum de la levure. Et on se dit qu'on va se donner 3 jours pour aller jusqu'au maximum de la levure. Donc la fermentation sous pression, on peut fermenter au-delà du maximum écrit sur le sachet toujours de la levure, mais nous c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément puisque on n'en a pas l'utilité puisqu'on n'est pas pressé. Donc on reste dans cette zone de sécurité. Je crois que le seul truc qu'on fait c'est sur la S04, on aime bien la dépasser un petit peu parce que des fois elle est un peu capricieuse pour finir. Mais voilà, la théorie c'est ça, du min au max de la levure sur les 3 premiers jours. Mais ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la fermentation sous pression. Ça c'est de la fermentation sous pression par contre. On commence à 5 PSI. Parce que nous on aime bien mettre un petit peu de pression, ça permet déjà de tester s'il n'y a pas de fuite. Donc on commence avec une pression très faible. Donc ensuite, on va voir la densité qui va baisser. C'est de la Verdant, donc des fois ça démarre très vite. Là ça va démarrer très vite. Donc je crois qu'on a dû partir à 1,048, un truc comme ça. Et donc au bout de 2 jours,
on est déjà à 10 points de la densité finale. Donc, là, il y a un point qui est quand même assez important. C'est que quand je vais mettre de la pression, je vais faire en sorte que le CO2 qui est dégagé me recarbo ma bière. Et il ne faut pas que j'attende trop, parce qu'il faut quand même qu'il y ait suffisamment de CO2 qui se génère sur la fin de la fermentation pour que ma bière soit suffisamment carbonatée. Alors si je le mets plus tard, ma bière ne sera certainement pas ce que j'avais vu sur mon tableau, mais c'est pas grave, je peux rajouter du CO2. Et si je le mets plus tôt, c'est juste pas grave, c'est tout. Voilà. À part, donc, si je cherche les esters de levure des premiers jours, voilà. Mais bon, nous, aujourd'hui, voilà, on n'a jamais eu de retour là-dessus, mais voilà, si vous le mettez un peu plus tôt, voilà, on met, effectivement, on dit il y a un min, un max, on met plein de chiffres et tout pour dire qu'en fait, on est super précis. Mais dans la vraie vie, si vous le faites à 15 ou à 8, voilà, votre bière elle va quand même réussir en fermentation sous pression. Il n'y a pas de souci. 10 points de l'ADF, donc ça, vous allez me dire, mais comment je fais? Donc soit on met un petit densimètre flottant, maintenant il y en a plein de modèles pour suivre tout ça. C'est assez fun, mais il y en a qui n'ont pas trop envie de s'emmerder avec ça. Je peux prendre ma densité régulièrement, ça marche aussi. Ou sinon, pour ceux qui utilisent des fermenteurs transparents, en gros, sur la FermZilla, vous allez voir, vous avez le début où on a beaucoup de Crozone, puis après ça redescend. À un moment donné, il y a à peu près 1 centimètre, un demi-centimètre, 1 centimètre encore de Crozone. En principe, là, vous n'êtes pas loin d'être à 10 points de la fin. Donc nous, on le fait de visu. Une fois que vous allez avoir l'habitude, c'est pareil, à l'activité du barboteur. Vous essayez de faire un blue-off et vous regardez, et à l'activité, vous savez à peu près où vous en êtes, quoi. Voilà, donc là, quand je suis à 10 points, donc j'ai ma température qui est montée tranquillement. Et j'ai ma pression qui n'a toujours pas bougé, qui est restée les 2 premiers jours à 5 PSI. Et donc là, je vais mettre ma spooning valve, je vais la tourner d'un coup. Donc là, on avait un objectif, c'est une NEIPA. Nous, on n'aime pas les bières trop carbo, donc on était à 2 points en volume de CO2. Donc en fait, ça fait 25 PSI à 24 degrés. Donc j'ai pris la température vers laquelle on rampe, qui est 24 degrés. Donc là, je mets ma spooning valve et je la règle sur la pression que j'ai trouvée sur mon tableau de carbo. Alors après, je surveille parce que ça bouge. Vous ne pouvez pas la régler, c'est impossible. Il faut d'abord attendre que ça monte. On peut la pré-régler sur une bouteille de CO2. Oui, et puis après on surveille, quoi. Mais l'idée, c'est, oui, effectivement, on passe tous les jours et puis on regarde pour ajuster. Exactement. Donc là, j'ai ma densité qui va continuer à baisser. Ma température qui va continuer à monter. Et du coup, ma pression qui va monter. Mais c'est vrai que ce que disait Bertrand, c'est que effectivement, les premiers jours, il faut quand même surveiller. Parce que soit on a mal réglé la spooning, donc ça part, il y a trop de gaz qui partent, soit on a trop serré et ça commence à bien monter en pression. Alors c'est pas un truc, il ne faut pas le surveiller, il ne faut pas être devant toutes les 5 minutes, mais moi je sais que j'aime bien, quand je suis à ce moment-là, j'aime bien regarder au moins 1 fois par jour, quoi. Passer devant, j'ouvre le frigo, je regarde, voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, puisque on a quand même quelque chose qui monte sous pression, quoi. Et des fois c'est là qu'on voit les fuites aussi. Ou plus tard. Donc ensuite, je vais arriver à ma DF. J'ai ma température qui est toujours à 24 degrés. Et j'ai ma pression qui est toujours à 25 PSI. Alors là, je vais vous montrer la suite, comment on déroule notre fermentation. Mais la partie technicité de la fermentation sous pression, là, c'est fini. Puisque, en fait, ma bière est fermentée. Elle n'est peut-être pas encore carbo, on va lui laisser quelques jours, mais bon. Et la pression, la spooning valve, maintenant j'y touche plus, quoi. Donc après nous, ce qu'on fait, je vous montre comment nous on fait, mais d'autres manières de faire, après autant que de brasseurs. Donc au niveau de la densité, ça vit sa vie. Ouais, ça c'est le dry up, des fois ça bouge un peu. Sur la densité, quand même attention. Alors des fois on a la densité qui bouge pas. Et on a la spooning, on voit qu'il y a encore un tout petit peu de gaz qui sort. Et alors on connaît bien le aglouglou à pas glouglou du brasseur amateur. Sauf que quand on est sous pression, s'il y a du gaz qui sort, c'est qu'il y a une activité de fermentation. Il n'y a pas d'autre chose. Et donc en fait, ce qui se passe, je pense, c'est qu'on a des résidus, des restes, une fin de fermentation. On est vraiment sur la fin.
Ma densité, elle bouge plus, parce qu'on a quand même des outils de mesure, voilà, on n'a pas des outils industriels hein, de mesure de la densité, on est avec voilà, des appareils qu'on peut trouver en Brasserie. Donc moi, surtout, attendez qu'il n'y ait plus d'activité au niveau du blue off pour considérer que votre fermentation est terminée. Surtout pour les plus pressés, puisqu'on dit ouais, on peut aller plus vite avec la fermentation sous pression. Donc les gens vont plus vite, mais des fois aussi un peu trop vite, malheureusement. Au niveau de ma pression, alors je dis que ma pression ne bouge plus, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est ma consigne qui bouge plus. Ma spooning valve, j'y touche plus. Par contre, on va voir que quand on va descendre la température, bah forcément, la pression va descendre aussi. Il faut quand même surveiller, puisqu'il y a un moment qui va être très critique, à peu près à J+9. C'est la microfuite, surtout sur les fermenteurs en plastique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une microfuite que vous n'allez ni voir ni entendre pendant toute la fermentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros dégagement de CO2, il y a la spooning, et que finalement la fuite elle représente peanuts par rapport au volume de CO2 qui est dégagé par les autres équipements. Et à un moment donné, la fermentation va s'arrêter, ça va être vraiment terminé. Et c'est là que votre microfuite va faire baisser la pression tout doucement dans votre fermenteur. Et souvent, c'est là qu'on voit vraiment les microfuites. Alors, il n'y a aucun risque au niveau de l'infection, par exemple, pour votre bière. Par contre, ça veut dire que votre bière, elle va se décarbo aussi, petit à petit. Et ça nous est déjà arrivé de partir en vacances et de revenir et d'avoir une spooning valve à 4 PSI. Et donc, on avait perdu toute la carbo qu'on avait engrangée avant. Il ne faut plus partir en vacances. C'est la seule solution. Ou prendre le système connecté de Brutool qui nous permettra de tout voir à distance et de tout réinjecter. Il faut quand même surveiller. Pour la partie température, alors nous, c'est notre manière de faire. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'après, quand on a fini, on aime bien rester une bonne semaine. Une fois que la fermentation est terminée, on aime bien rester une bonne semaine à la température de fermentation pour être sûr qu'on a vraiment tout est bien fermenté. Après, on descend sur une température de 15 degrés. Nous, c'est notre température un peu de garde. C'est-à-dire qu'après, en fonction du planning de brassage, que des fois c'est 3, 4, 5 semaines, en fonction de la vie de famille, des impératifs de chacun. Donc la bière, on la laisse à 15. Et après, le temps, voilà, en fonction du timing, et après, on se cale plutôt par rapport à la date d'embouteillage. C'est-à-dire qu'on va faire un dry hop 3-4 jours avant l'embouteillage. À 15 degrés, ouais. Un jour à 15 degrés, 24 heures. Et ensuite, on va lancer un cold crash. Voilà, 2 jours de cold crash et ensuite on embouteille. Bon, sachant que le dry hop, il y a autant de méthodes de dry hop que de brasseurs. Mais voilà, nous on a ça marche bien, donc on continue. Voilà donc la théorie, en tout cas qu'on a nous pour fermenter sur la Verdun, mais du coup vous pouvez la réappliquer à n'importe quelle levure, hein, une fois que vous avez compris le min-max et le tableau de carbo, voilà, vous pouvez réappliquer ça. Alors on a des variantes. On peut démarrer avec une forte pression, essentiellement pour éviter quand il y a trop de Crozen. On a toujours envie d'en faire plus, d'en remplir plus. Notre grand jeu en ce moment, c'est de mettre 61 litres dans un Fermzilla Allrounder de 60 litres. Donc quand on met de la Verdun, voilà, on est obligé de commencer à 15 ou 20 PSI. Voilà, faut quand même faire gaffe que la levure le supporte. C'est vrai que voilà, nous c'est une levure avec laquelle on a déjà brassé plusieurs fois, donc on est confiant. Voilà, la variante on démarre à la pression au taquet, il vaut mieux d'abord essayer une fois de manière un peu plus souple et monter après petit à petit. Voilà, en principe, voilà, on démarre sans pression pour avoir un maximum d'ester de levure. Alors, on a essayé, mais nous gustativement, on n'a pas vu de grosses différences. Mais bon, après on fait des hop-stands et des dry hop de malade, donc forcément, c'est pas, voilà, ce qu'on dit n'est pas forcément représentatif. Si vous faites une IPA, une NEIPA ou une Easy IPA, je pense que c'est pas la peine de trop vous embêter avec les esters de levure au démarrage, enfin en tout cas de notre retour. Des fois, on dépasse la température maximum de la levure pour assurer une fin de fermentation rigoureuse. Alors, c'est 1 ou 2 fois par an, on fait des English IPA avec de la S04. Et on a eu des mauvaises surprises de refermentation d'après coup. Donc maintenant, on aime bien la monter un peu plus que le max pour être sûr qu'on n'a pas de soucis.
Vous appelez quelle température? Je sais pas, je crois qu'elle est à 24, on met à plus 2 ou plus 4. Je crois qu'on a même essayé plus 4. Oui, je crois qu'on a essayé plus 4. Vous faites ça dans le même délai ou plus tard encore Une fois que la fermentation, une fois qu'on est à la DF, en fait, on remonte les 7 jours qu'on attend après, on remonte de 4 degrés de plus pour être sûr que... Ouais. Oui. De toute façon, quand je dis régulation de la température, effectivement, c'est chaud et froid. Alors après, il y a des brasseries professionnelles où ils gèrent très bien ça, parce qu'en fait, quand ça fermente, ça dégage de la chaleur. Alors, il y en a qui ont des gestions, mais c'est vrai que nous, au niveau Brassam, on préfère avoir une consigne, la mettre, et puis voilà, avoir le résultat souhaité. Donc voilà, c'est pour assurer vraiment une fin de fermentation plus rigoureuse. Pour aller plus vite, même si nous, c'est rare qu'on ait besoin d'aller plus vite, mais ça nous est déjà arrivé une fois. Ensuite, donc, ça nous arrive de recarbo en fin de fermentation. Donc ça va être, vous allez peut-être tomber dans des cas où votre fermenteur ne supportera pas la pression pour avoir la carbo désirée. Si vous fermentez avec une Kveik par exemple, où je crois qu'il faut du 35 degrés, à un moment donné, si vous prenez le tableau, le Fermzilla, vous ne pouvez pas essayer de le mettre à, je sais pas, 4 ou 5 bars. Donc vous allez carbonater ce que vous pouvez, et pendant le cold crash, vous pourrez rajouter du CO2 de manière... alors, sur la partie Brassam, on est censé quand même être plutôt sur du 30-60 litres, donc ça peut se faire à la bouteille. Après, quand on est sur des volumes un peu plus gros, je crois qu'il y a pas mal qui ont des projets sur du Brutul 150. Là, il faut quand même commencer à réfléchir à la pierre de carbo pour pouvoir avoir la carbo qui va plus vite et libérer le fermenteur plus rapidement. Donc le résumé en base, on démarre minimum de la levure. On démarre avec peu ou pas de pression. On monte en 2-3 jours vers la température maximum de la levure. On met la pression à 10 points de la densité finale. C'est pareil, c'est pas la fin du monde si c'est à 20 ou à 6, vous allez être un peu embêté parce que ce ne sera pas bien carbo, mais c'est pas la fin du monde, c'est mieux qu'une infection, c'est récupérable, quoi. Donc le tableau de carbo. On touche plus à la spooning. Voilà. Je sais que nous aussi au début, c'est vrai qu'on a plein de trucs qui tournent, on peut changer les paramètres. En fait, ça sert à rien. Voilà. Une fois que vous mettez votre pression et puis vous y touchez plus, et ça sera très bien. Et on surveille quand même qu'il n'y a pas de fuite ou de surpression, surtout on va dire sur les 2 premières semaines, quoi. La première semaine, ça va être plutôt de la surpression par rapport au réglage de la spooning. Et quand on arrive sur la fin, voilà, d'être sûr que voilà, qu'il n'y a pas de fuite. Surtout sur les fermenteurs en plastique. Après, c'est vrai que sur du clamp, bon, il y a quand même pas le souci, jamais trop entendu parler de ces soucis de fuite, mais bon, sur les fermenteurs en plastique, c'est des pas de vis, il faut que ce soit bien serré, mais pas trop, mais bon, voilà. Surtout sur le Fermzilla. Pour le dry up, quand on est sous pression, on n'ouvre pas le fermenteur comme un seau. Donc comment on fait pour faire le dry up? Alors, soit on fait à l'ancienne, ce que j'appelle à l'ancienne, pas tout à fait à l'ancienne, mais bon, en gros, on dépressurise le fermenteur, et après on fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on ouvre, on met le houblon et on referme très vite. Très vite. Nous, on a vu des choses, il y a un Américain là, qui faisait des trucs un peu barrés, qui s'appelle Dr. Hans, qui a fait ça sur un Fermzilla, et il s'est filmé à le faire. Et donc il a filmé l'échec, hein, parce qu'en fait ça a commencé à mousser, et il a fermé, et là par contre quand la pression elle monte, c'est l'enfer, et on s'en met partout. Mais après ça se fait. En fait ça dépend de la quantité de houblon, je sais plus avec qui j'en discutais de ça tout à l'heure, ça dépend de la quantité de houblon, et ça dépend aussi à combien vous remplissez votre fermenteur. Si déjà vous commencez à mettre de la pression au début parce que vous avez peur que la mousse ça déborde, c'est que c'est pas fait pour vous le dry up à l'ancienne. Après, si vous avez un truc un peu, voilà, un fermenteur un peu grand par rapport à ce que vous mettez dedans, ça peut se tenter. En vrai, nous, on ne recommande pas vraiment. Alors, il y a à contre-pression, c'est plutôt pour les kegs. Ceux qui sont en keg ou sur des petits all-rounders, en fait, une solution, ça peut être d'avoir un autre fermenteur à côté, de bien le purger au CO2, de mettre le houblon dedans et de faire un transfert. Ça fait du nettoyage, mais ça marche. Les gens qui ont plusieurs fermenteurs et qui font des bières houblonnées avec des dry up de manière vraiment de temps en temps, voilà, ça peut se faire comme ça.
Et la dernière méthode, qui est de loin celle qu'on préconise, c'est l'utilisation d'un hop drop. Là on a celui de chez Kegland et celui de chez Brutool. Le principe, c'est qu'on va avoir donc un accessoire qui va venir se mettre en haut de la cuve. On va mettre le houblon dedans, on va tout fermer, on va mettre le houblon sous pression, donc on va purger au CO2, on va mettre le houblon sous pression, et ensuite on va avoir la vanne qui va permettre d'ouvrir le hop tube et de faire tomber le houblon. Ça marche très très bien. Il y a une troisième méthode, c'est avec les Fermzilla aussi qui ont le bocal pour récupérer les levures en bas. On peut mettre le houblon en bas et ensuite ouvrir la vanne pour faire remonter le houblon. Bon, nous on a fait ça pendant des années. C'est une galère de nettoyage. Honnêtement, voilà, si vous voulez faire des dry hop régulièrement, passez directement sur un hop drop. Vous allez faire du travail propre, puisque purgé au CO2, c'est safe, puisque vous n'allez pas avoir des choses qui vont gicler, qui vont se couvrir. Voilà, vous passez votre houblon, ça va très vite et ça marche, ça marche super bien. Au niveau du conditionnement, puisqu'il faut quand même en parler, on ne va pas faire tout le détail de ce qu'on peut faire en conditionnement, mais il faut quand même y penser. Donc on peut faire un transfert à contre-pression en keg. Donc en fait, vous allez avoir votre keg, vous allez le purger au CO2, le nettoyer, le purger au CO2, et donc ensuite vous allez pousser la bière du fermenteur vers le keg, vous allez dépressuriser doucement le keg, et donc du coup il va y avoir un transfert de bière, et donc c'est un transfert à contre-pression. On a fait une vidéo où on détaille le process. Il y a l'embouteillage à contre-pression, donc là, c'est des embouteilleuses qui sont spécifiques. En fait, on va faire un transfert à contre-pression, sauf que c'est avec une bouteille, quoi. Donc voilà, il y a des manips. Il y a plusieurs modèles qui existent. Mais voilà, il faut bien regarder, regardez bien les tutos, il y en a plein sur Internet, regardez bien les gens comment ils font. Ça va dépendre aussi du volume que vous voulez embouteiller à contre-pression. Si vous êtes Brassam, que vous mettez à la fermentation sous pression, à mon avis, dans un an, vous achetez un ou deux kegs et finalement, à la fin, vous allez embouteiller quelques bouteilles de temps en temps pour les copains. Par contre, ceux qui sont sur des projets un petit peu pro, activités à côté, vous allez faire beaucoup de bouteilles, peut-être un peu de keg, je vous le souhaite, c'est plus facile que pour le conditionnement. Mais donc, il faut bien prendre le temps de regarder les différents équipements. Le conditionnement, voilà, ça fait partie des choses importantes, autant que le brassage et la fermentation. Et il y a l'encanage. Voilà, les systèmes d'encanage aussi. Il y a un duo filler avec des encanneuses semi-auto. Ça marche très bien. Le temps de conditionnement, à part le keg, vraiment le keg ça va super vite parce que forcément il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas trop d'install, on met le tuyau, on transfère la bière et c'est fini. Mais bon, sur de l'embouteillage, de l'encanage, nous on trouve que sur les volumes sur lesquels on a pu essayer, donc qui sont à peu près de l'ordre de 60 litres, c'est à peu près kiff-kiff en fait, entre le conditionnement que vous faisiez avant et celui que vous faites après. Globalement, quand on est sous pression, on a le matos à nettoyer avant, qu'on a finalement plus de matos à nettoyer avant. L'embouteilleuse, il faut la nettoyer. Souvent, il y a des valves, des tuyaux, donc il faut bien tout cleaner tout ça avant de pouvoir s'installer. Brancher le CO2, enfin tout se mettre en place. Mais une fois qu'on est en place, ça va plus vite qu'un embouteillage traditionnel. Par contre, sur un embouteillage traditionnel, il faut faire un transfert de cuve, il faut faire un resucrage, donc on a toute cette période-là aussi qui est un petit peu longue. Voilà, les temps sont à peu près équivalents, c'est juste le matériel qui est différent et c'est surtout quelque chose qu'il faut anticiper. On a déjà vu des posts sur Facebook, j'ai ma bière sous pression dans le fermenteur, je veux embouteiller, comment je fais? Et là, voilà. Voilà. On commence d'ailleurs un best-of. Il faudrait peut-être qu'on fasse un best-of des Brassam Facebook. Des fois, on envoie des belles quand même. Du coup, quelques points de vigilance. En tout cas, les trucs qui nous ont mis des fois en difficulté. Le premier, c'est faites attention à vous. On est sous pression. Nous, au tout début, donc on avait les premiers Fermzilla.
il y avait un bouchon de carbo un jour, c'était sous pression, il y avait une micro-fuite, mais vraiment le petit goutte à goutte. J'ouvre le frigo, je vois ça, je me dis ah merde, ça fuit, fait chier. J'avais une pince multiprise là, je la prends, j'appuie sur le bouchon pour le serrer. À peine j'ai un peu bougé, le bouchon il a sauté. Il m'est passé à peu près à 10 cm du visage et il est passé très très vite. Et l'état de la pièce, voilà. Donc, voilà, franchement, faites attention, évitez les trucs bricolés, ça fuit, c'est pas grave, je vais mettre du téflon. Non, 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 là on est sous pression, vous allez mettre du téflon, ça fuit plus, c'est pour que la pression elle monte et que ça pète d'un coup. Donc ça peut être dangereux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste suivre les recommandations des fabricants, bien lire les notices, et après voilà, il n'y a pas de souci quoi. Mais le mode bricolage sur la fermentation sous pression, le mode do it yourself, on essaie d'éviter sur toute la partie qui est sous pression. Et quand je commence à toucher les padis, je baisse la pression avant. Voilà. Le nettoyage parce qu'il y a plus de trucs à nettoyer, parce qu'on se dit qu'il y a un super nouveau produit, super génialissime qui est sorti, qu'on va le passer dedans et que bon, finalement, ça suffit pour nettoyer. Donc ça, on l'a déjà fait, nous. Hein. Et à chaque fois, vous finissez par choper une infection. Ça va marcher 1, 2, 3, 4, 5, 6 brassins, et puis ça va s'encrasser petit à petit. Et quand ça va commencer à être bien foutu, eh bien, vous allez bouffer vos bières. Donc, tout ce qui est démontable, on le démonte, on frotte, on fait tremper, voilà. Et il faut vraiment faire attention à ça. Après ça, je l'ai déjà dit, faut penser au conditionnement avant. Mais bon, c'est un vrai sujet. Et après, voilà, faut pas non plus se prendre trop la tête. J'espère que je vous ai pas fait trop peur. Si vous faites pas, en restant dans le brassage de la bière, si on fait pas exactement comme on avait prévu, c'est pas grave. Quand je dis faut pas trop se prendre la tête, c'est surtout sur les chiffres. Si je suis pas exactement comme prévu, prenez-vous la tête sur le nettoyage. Après, voilà, si je suis pas exactement à la densité prévue, si j'ai pas exactement l'atténuation prévue, bon, faut essayer de réfléchir pour s'améliorer, mais voilà, faites pas trop de nœuds au cerveau. Du coup, les questions qu'on nous pose. Alors, est-ce que c'est pas trop compliqué? C'est la question que tout le monde nous pose. Et souvent, je réponds, c'est un ancien collègue de boulot qui me sortit ça, il me disait c'est pas compliqué, c'est technique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de compliqué, rien de complexe. Voilà, il faut y réfléchir, savoir ce qu'on fait. Voilà, il y a des choses à savoir et à le faire dans l'ordre. Il n'y a pas une complexité qui demande un savoir-faire de ouf ou une semaine de formation à l'IFBM pour faire une fermentation sous pression. On nous demande si tous les styles peuvent être fermentés sous pression. Alors, a priori, oui. Ce qu'il y a, c'est que très clairement, la valeur ajoutée palpable dans la fermentation sous pression, elle se fait essentiellement sur les bières houblonnées et les lagers. Donc, si vous faites que des stouts et des bières belges, j'ai envie de vous dire, oui, tu peux faire sous pression, mais en fait, pourquoi? Voilà. Donc voilà, l'intérêt isobar, alors, surtout en brassin, mais après en pro, il peut y avoir des intérêts par rapport à la rapidité de fermentation. Donc en théorie, tous les styles peuvent être fermentés sous pression. En pratique, sur certains styles de bière, il y en a qui préfèrent en tradi. On en discutait hier soir, je ne sais plus avec qui, qui avait fait et qui m'avait dit que ces recettes, c'était plus les mêmes. Il y a quand même la carbo qui est quand même différente. La bière sucrée va avoir des bulles un peu plus grosses que la bière sous CO2, qui est des bulles qui sont souvent un peu plus fines. Mais voilà, il n'y a pas de raison, tous les styles peuvent être fermentés sous pression. Quelle levure ne supporte pas la pression? Quelque chose qu'on m'a souvent demandé. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai jamais rien trouvé. En tout cas, j'ai trouvé aucun fabricant de levure qui disait surtout ma levure ne la mettez pas sous pression. Alors, beaucoup recommandent de rester en dessous de 15 PSI les 3 premiers jours. Voilà, il y a des recommandations sur les 2-3 premiers jours d'y aller doucement. Mais aujourd'hui, j'avais suivi à un moment donné des chaînes YouTube
d'Anglais, d'Américains, qui cherchaient des levures qui ne supportaient pas la pression, et qui se demandaient si même c'était pas un mythe, et qui n'ont pas trouvé. Après, il y a tellement de levures que on n'a pas non plus le temps de toutes les tester. Globalement, les sèches, quand même, ont l'air de se comporter vraiment très bien, quoi. Et on nous demande est-ce qu'un jour on serait prêt à revenir en arrière, parce que c'est vrai que j'ai dit qu'il y a des trucs qui sont chiants, que c'est cher, qu'il faut nettoyer plus de choses, qu'il y a plus de choses à surveiller. Nous, clairement, on ne reviendra jamais en arrière. Nous, notre truc, c'est les bières houblonnées, et on a un gap sur le résultat fini. Il y a vraiment eu un avant et un après. Voilà. Alors c'est sûr qu'on a travaillé, nos process, on s'est amélioré, on ne serait pas passé sous pression. Nos bières aujourd'hui, j'espère, seraient meilleures que celles qu'on faisait il y a 3 ou 4 ans. Mais le jour où on est passé sous pression, les premières bières avec les premiers DH, comme on les a bu, on a dit waouh. Et depuis, nous, en tout cas, on trouve que ça continue. Alors après, voilà, il faut qu'on continue à chercher. On risque de faire bientôt un test de voir sur une bière houblonnée si on l'a fait en atmo ou si on l'a fait sous pression. Sur une même recette, on ne pourra pas le faire sur le même batch, mais sur une même recette, de voir si on arrive à avoir une différence. On est bon ? Bon, merci.